تنام يلا تنام لا تخلى تايغ الغمان وخياها من لا تسدي بتركاري ما تتنام ريما ريما هندها شاركها سوا ومناها واللي هابك بك بوسك واللي بختك شو بيطلعها يلا تنام يلا تنام يلا تنام يلا تنام يلا تنام يلا تنام لا تخلى تايغ الغمان خويا من لا تزدي بتراكا ريما تتنام ريما ريما هندها شاركها سوا ومناها واللي هبك بك بوسك واللي بختك شو بيطلعها. Merci beaucoup. En fait, comme Sophie Marinopoulos l'a dit tout à l'heure, j'avais juste envie de commencer par 3 minutes de musique, juste pour prendre le temps de ça. Et on va se demander... Donc c'est une berceuse. Tout le monde ici a bien entendu que c'est une langue qui nous est, je pense pour tout le monde étrangère, mais pour certains peut-être un peu familière, peut-être que certains reconnaissent la langue dans laquelle tu chantais. C'était une berceuse libanaise, chantée par Fayrouz, que j'ai apprise après avoir rencontré des familles syriennes. Alors, pour un bébé, qu'est-ce que le bébé entend dans cette berceuse ? Est-ce que la berceuse a pour fonction de l'endormir ? Il y a des berceuses partout, à travers le monde. Et ce qui peut étonner, c'est qu'il y a une très grande variété de berceuses, c'est-à-dire que les berceuses à travers le monde n'ont pas les mêmes caractéristiques, alors que les comptines se ressemblent beaucoup plus à travers le monde. Mais ce que le bébé perçoit dans la berceuse et dans toute musique, c'est un peu ce que nous percevons aussi, sans que nous soyons musiciens d'ailleurs. Tous les adultes entendent des motifs qui reviennent, anticipent le rythme, on est tout de suite dans une attente. Les attentes des berceuses sont un peu particulières, ceci dit. Mais là, quand même, on entendait assez bien ces moments qui reviennent et qui nous permettent d'être dans l'attente, donc actifs. Et ce qu'on a découvert, donc ça fait 30 ans que des chercheurs partout dans le monde, avec un grand pôle au Canada, il y a quand même eu un centre de recherche très important à Montréal où on a étudié les bébés, donc en leur faisant écouter des extraits de musique, en modifiant les différentes, nous on appelle ça des variables, mais c'est des paramètres musicaux. Et on a découvert qu'ils ont une écoute musicale qui est presque comme celle de l'adulte. Et plus récemment, d'ailleurs, on a découvert qu'ils entendent mieux que l'adulte des musiques étrangères, non familières, jusqu'à 1 an. Et puis ils commencent à se spécialiser et ils vont d'ailleurs manifester une préférence pour la musique de leur culture, la musique qu'ils entendent le plus. Et on a découvert quelque chose d'assez parallèle par rapport au son du langage. C'est-à-dire que les bébés, jusqu'à la fin de la première année, entendent toute une variété de sons que l'adulte n'entend plus très bien. Et on parle de surdité phonémique, ça veut dire qu'après 1 an, on n'entend plus ces sonorités. On les entend, mais on n'entend plus les contrastes. On ne les entend plus dans la finesse. C'est pour ça qu'on a du mal à apprendre des langues étrangères. Voilà. Oui, moi ça me fait penser à des choses vécues en néonate. Comme Faustine l'a dit, j'ai passé... moi je viens du spectacle vivant. Et puis il y a eu une période de ma vie où je me suis dit que j'allais aller faire de la musique hors des lieux qui étaient réservés à la musique dans notre société, pour aller rencontrer les gens qui ne vont pas dans les lieux de culture. Et je me suis retrouvée, je ne vous fais pas le détail, mais en service de néonatologie, soins intensifs et réanimation néonatale à l'hôpital de Clermont-Ferrand.
Et j'y ai rencontré des familles de cultures très différentes. D'abord, j'y allais avec mon violon et pour communiquer avec les bébés m'ont très vite dit qu'il allait falloir que je leur chante des choses parce que rien ne remplaçait la voix dans l'interaction que je pouvais avoir avec eux. Et en rencontrant des familles de cultures différentes, je me suis mise à apprendre des musiques dans des langues qui n'étaient pas la mienne. D'où ce que vous avez entendu tout à l'heure. La chose la plus merveilleuse qui m'a été donnée de voir, c'est bien évidemment que les bébés reconnaissaient la langue qui était celle parlée dans leur famille. C'est-à-dire que bien évidemment, j'ai chanté aux bébés beaucoup de langues différentes et très souvent, ils émettaient des préférences musicales pour telle ou telle mélodie, mais aussi pour telle ou telle langue. Et nombre de fois où les mamans m'ont dit « Regardez, il reconnaît. Il reconnaît une mélodie, mais il reconnaît la langue de la musique aussi, enfin la langue chantée. » Et comment on l'observe? Ça, on l'observe avec tout ce qui est quelque chose de très très fin autour du bébé, c'est-à-dire à quel moment il bouge ses mains, à quel moment il détend son corps, à quel moment il sourit, à quel moment il ouvre les yeux. Et tous ces micro-détails enfin micro-détails mais qui prennent une importance incroyable. Hein. On est tous capables de faire un truc « Ah, il m'a souri !» alors qu'en fait il a fait un demi-quart de millimètre de début de quelque chose. Mais ça a une empreinte assez importante en fait pour les gens en présence. Et voilà, l'observation fine de ces bébés permettait de noter à quel point ils étaient compétents dans l'échange musical auquel je les invitais. Là, tu parles de bébés en incubateur. Alors c'est vrai, en néonat, on a des bébés qui sont nés prématurément, le plus souvent. Et donc, j'avais une collègue qui disait des miniatures, en fait. Voilà, ils sont vraiment tout petits, parfois tout branchés. Comment dire, dits fragiles par cette situation, mais en fait déjà très très compétents. Ils ont un appétit de vivre, les bébés qu'on rencontre en néonat, souvent. Hier, en venant avec Virginie, je lui disais mon admiration pour sa capacité à apprendre des berceuses et des chansons en langue étrangère. C'est vrai, tu as cette mémoire et tu me disais qu'en plus, plus le muscle s'entraînait, plus c'était facile pour toi d'apprendre dans ces différentes sonorités. Et moi, je dois être un peu plus feignant et ce que j'ai développé, c'est la langue de l'espace ou la langue imaginaire. Ça veut dire que j'ai beaucoup, auprès des jeunes enfants, travaillé sur une langue qui s'invente en temps réel et de constater à quel point, lorsqu'on est dans cette approche, en jouant sur ce qui s'appelle le gromelot, ça veut dire une forme de phrasé, de narration, mais qui n'est pas poussée par un sens, simplement par un désir d'être dans le narratif, eh bien l'enfant est extrêmement capté et tout à fait attentif à cette langue imaginaire. La langue imaginaire, vous savez ce que c'est? Un exemple. Laure, tu veux donner un exemple, c'est ça? En fait, c'est simplement, juste comme ça, on a tous une manière d'improviser qui peut ressembler à certains idiomes. Je pense, il y a des gens qui ont un gromelot plutôt russe, d'autres plutôt africain, d'autres plutôt hispanisant, je ne sais quoi. Et en fait, le tout petit, il va être sensible à des choses très simples comme Amalekoyete, Samakek, Samakek, Unga, 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 Ilakame, Dungundoye. Asamakeleko sanganak unga inga inga e kayikumbatundana. Vous avez compris? Tu as inventé cette langue. Quoi. Là, ce que je viens de faire, évidemment, je l'ai oublié aussitôt, mais c'était juste pour montrer que dans la pratique, dans la créativité musicale au centre de la relation avec l'enfant, déjà, on parlait de la langue, on parlait de son écoute, de la distinction qu'il fait entre sa langue maternelle et puis donc ce qu'il sépare au fur et à mesure de son évolution. Et pour autant, cette langue-là, j'aime beaucoup la parler ou la chanter jusqu'aux 5, 6, 7 ans de l'enfant, parce qu'il y a un vrai appétit pour ce qui s'appelle donc cette langue imaginaire, la langue de l'espace, dans laquelle ma créativité est mise à l'œuvre, et puis Virginie, toi tu fais aussi beaucoup ça, la créativité est beaucoup mise à l'œuvre, et on n'est pas sur la question du sens, on est sur la question du désir de narration. Et pour moi, c'est très distinct. En fait, tu fabriques
quand même une grammaire sonore là. Et les bébés, on sait, repèrent très très vite les régularités. Mais là où c'est très intéressant, donc ils ont un cerveau prédictif, ils arrivent à... Mais ça, un ordinateur aussi a un cerveau prédictif. Et ce qui est intéressant, c'est que à quel point les adultes autour des bébés vont entrer dans cette danse d'anticipation et poser des repères et venir aider le bébé à anticiper autrement. Et c'est là que se joue en fait l'apprentissage créatif. En fait, je veux juste vous raconter une fois en néonate, en chambre kangourou, donc où les mamans sont hospitalisées avec leur bébé. Je rencontre une maman qui a son bébé de 4 jours, endormi dans les bras. Et elle a très très envie que je lui chante de la musique, qu'on partage de la musique. Et du coup, je fais un premier morceau, un deuxième, un troisième. Son bébé dort et la maman est désolée. Je dis, mais j'aurais tant aimé qu'il profite. Et du coup, je réponds que c'est pas grave parce qu'en fait, il prend ce qu'il a à prendre. Il sait très bien ce qui est bon pour lui. Si c'est dormir, c'est dormir. Et peut-être même à travers son sommeil. Bref, j'essaie de rassurer. Et puis du coup on discute avec la maman et elle me fait un truc du genre mais ma fille qui a 4 ans d'ailleurs c'est difficile parce que je l'ai pas vue depuis l'accouchement et elle arrêtait pas de chanter pendant le dernier mois de grossesse, elle arrêtait pas de chanter une histoire de violon et qui fait danser les filles et les garçons. Ouais, il y en a qui connaissent, vous aussi, ben moi aussi je connaissais. Donc je prends mon violon et avec mon violon je fais ça vous dit quelque chose peut-être. C'est Gugus avec son violon. C'est pas ma préférée, mais en tout cas elle la connaissait. Et à ce moment-là, son bébé dans ses bras, c'est la fête pour lui. Les yeux grands ouverts, les bras et les jambes qui se mettent à j'allais dire gesticuler, je vais me reprendre, je vais dire danser. Et la maman qui me dit, elle reconnaît. Donc ce bébé qui n'avait pas rencontré sa grande sœur depuis qu'il était né, a reconnu une musique alors que je la jouais au violon et qu'il l'avait entendue par la voix de sa grande sœur à travers la paroi utérine avant. Vous imaginez les compétences, enfin moi je m'imagine, toi peut-être tu sais mieux les expliquer, mais moi je m'imagine la complexité des compétences de son tout petit cerveau à l'œuvre. En effet, moi ça ne m'étonne pas du tout, mais je vois tout le temps l'étonnement, y compris chez des collègues qui ne sont pas spécialisés dans cette période prénatale et prématurité. Et j'ai encadré 3 thèses là-dessus sur les interactions autour du sonore dans les unités de soins intensifs néonataux, dont une en 2013 qui était la première fois en fait que quelqu'un a démontré que les paramètres physiologiques, c'est-à-dire rythme cardiaque, oxygénation du sang, du bébé prématuré, se régularisent quand ce bébé entend la voix de la mère, alors pas enregistrée mais présente. Et ça a donné lieu à cette thèse a vraiment été une sorte de graine. Manuela Filippa est toujours devenue la grande spécialiste maintenant de ces questions-là. Elle travaille à Genève avec une autre grande spécialiste qui s'appelle Petra Uppi et ils font vraiment des travaux maintenant sur le développement cérébral du bébé prématuré en lien avec la musique, le chant, aussi la musique instrumentale d'ailleurs. Mais la voix, pour moi, a quand même un rôle très particulier. Mais ça reste extrêmement étonnant et le personnel soignant, en général, découvre avec ces interventions qui sont amenées par des musicothérapeutes, musiciens intervenants et aussi par des psychologues qui connaissent le développement. Moi, j'aime bien le titre de ce colloque. On n'en a pas parlé depuis ce matin. Mais ça m'a interpellé en fait de voir le titre parce que je me suis dit tiens c'est rigolo, pourquoi terrain est au pluriel, pourquoi jeu est au pluriel. Vous avez dû beaucoup vous casser la tête là, Faustine et Laure pour cela, je ne sais pas comment vous avez conclu que c'était ça le meilleur, mais c'est vrai que ça m'interpelle parce que depuis ce matin je me dis en fait si c'est au pluriel c'est quoi tous ces terrains. Et il y a un terrain parce que il y a le lieu d'accueil du jeune enfant, mais il y a le terrain de la perception du tout petit.
Et puis ce qui va m'intéresser dans quelques instants, c'est le terrain de l'adulte qui accompagne l'enfant et qui est médiateur en fait de cet espace-là. Et sur un terrain, ça peut être un terrain vague. Et sur un terrain vague, on peut s'y aventurer, on peut inventer, on peut s'y perdre aussi peut-être à des moments donnés. Et c'est vrai qu'avec le jeune enfant, dans notre créativité musicale, il peut nous arriver parfois de nous y perdre. J'ai échangé ce matin avec des personnes que j'ai croisées il y a 2 mois, où on sent bien que quand on est en train d'agir auprès du très jeune enfant, il y a des moments où on bute, quelque chose qui se ferme, quelque chose qui se cherche en nous et qui fait qu'on peut manquer ou avoir l'impression de manquer de ressources. Et puis sur un terrain vague ou un terrain pas vague, il y a des jeux qui sont possibles, et puis il y a aussi des règles du jeu. Et puis les règles, on peut les changer. Et puis tout le monde ne connaît pas les règles. Peut-être même qu'on peut jouer au même jeu sans avoir les mêmes règles. Et que nous, artistes, quand on arrive sur un espace comme par exemple le lieu d'accueil, on arrive sur un terrain dans lequel il y a des règles, avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord, mais qu'il nous faut aussi accueillir, amortir. On vient avec notre propre règlement intérieur, et on va parler de ça, je pense à un moment donné, de notre posture d'adulte. Et quelque chose, moi, qui me touche dans ce titre-là, c'est qu'en fait, tout ça, tous ces terrains et tous ces jeux, sont dans ce mariage, dans ce mélange, peut-être un enjeu intéressant. Alors on fait ça ? Ouais. Et le terrain de jeu, moi, ce qui me passionne, c'est que c'est nous. Parce que depuis ce matin, on parle de l'enfant, on va continuer à parler de ses compétences, etc. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est nous. Comment sommes-nous médiateurs et où est-ce qu'on va se brancher pour que nous puissions jouer dans ce terrain de jeu ? Qu'est-ce qui est nécessaire chez nous d'activer de manière à ce que la rencontre puisse se faire et que notre créativité musicale puisse émerger ? Et avant de parler des paramètres de la musique, etc., moi, ce qui me semble important, et ce que j'essaie vraiment de vivre en tant qu'artiste intervenant auprès du jeune enfant, mais aussi en tant que formateur, c'est la question de où est-ce que je me branche en moi-même pour que quelque chose puisse se vivre. On fait un petit jeu ensemble ? Je vous sens motivé. Je vous sens motivé, là. Ouais, c'est vraiment tout simple en fait, mais parce qu'il s'agit d'ouvrir le chapitre de la sensorialité. Parce que lorsqu'on travaille auprès de la petite enfance, on voit que très souvent, les adultes ont beaucoup de bonnes intentions pour l'enfant et mettent à disposition des démarches, des outils. Et puis ce qui peut éventuellement nous manquer, c'est notre propre réflexivité, notre propre réceptivité. Alors simplement, on va s'offrir un petit sas, parce que tout à l'heure, avec Sophie, il était question de comment fait-on pour décélérer. Et moi, j'aime bien l'idée de s'offrir un petit sas. Alors, vous pouvez décroiser les jambes et vous installer confortablement, comme un petit cadeau, en fait, à s'offrir. Parce que quand on est en charge de groupes d'enfants, ou quand on est artiste intervenant, ou quand on est responsable de la structure, il y a plein d'endroits où on est un peu sous tension, que le mental est très occupé. Et simplement, je vais vous inviter, comme un bon sophrologue que je pourrais être, à vous inviter simplement à respirer. En fait, vous le faites depuis tout à l'heure, mais de simplement continuer à respirer naturellement. Mais cette fois, peut-être juste en portant une attention à la respiration. Et à sentir ce qui bouge en soi quand nous respirons. Et quelque part, commencer à se mettre en silence. Comme si ce silence était un moyen de se mettre en état de disponibilité. Et qu'avant toute interaction avec l'enfant, on pourrait imaginer que ce qui serait juste, c'est que nous soyons dans un état de disponibilité. Et puis on va simplement s'inviter à se faire sonner un peu, à se faire vibrer. Alors c'est pour ça que je vais vous inviter peut-être à poser votre main là sur votre cœur. Et puis à la hauteur que vous voulez, sans pression, on est juste entre nous, on s'amuse en fait. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Tout est important, mais il n'y a rien de sérieux. Voilà, sur le niveau du plexus. Et puis on va chanter une voyelle. Cette voyelle que je vous invente, c'est
que je vous propose, c'est quoi? On fait le A. On va faire sonner la cage thoracique au niveau du cœur. En chantant la voyelle A, on va faire ça une fois, 2 fois, simplement pour créer un espace de vibration, de disponibilité et d'écoute à soi, avant d'interagir avec l'enfant. On expire, on inspire. On finit bouche fermée. Deuxième fois. Maintenant la tête, la main sur la tête. On va faire un I aigu, vous êtes très très beau comme ça, fin de journée, c'est super. Et l'idée, c'est de faire sonner la boîte crânienne. Dans mon état de disponibilité, comment je crée de l'espace intérieur et que j'écoute ce qui vibre en moi quand je suis en musique. On souffle, et là on fait un son aigu pour le I. On souffle, on inspire. Deuxième fois. Et on termine juste avec un bon OU bien grave là, au niveau un petit peu en dessous du nombril, de manière à faire vibrer vraiment le ventre et de chercher en nous comment nous sommes un corps sonore, un corps résonnant, un corps disponible, un corps entre silence et son. Votre plus grave, messieurs, dames. On souffle. Inspire. Voilà, et puis pour ceux qui ont les yeux fermés, je vous invite juste à les garder fermés pour simplement écouter cet état de disponibilité dans lequel chacun peut se trouver. Comme si nous pouvions parier que être présent à l'enfant, c'est d'abord être présent à soi. Et que pour mieux rencontrer la sensorialité de l'enfant, dans son mode de perception, il pourrait être juste de rencontrer sa propre sensorialité tranquille et sereine. Merci. Ouais, ben c'est marrant parce qu'il y a pas mal de recherches très récentes sur ce qu'on appelle la synchronie interactionnelle, alors qui a été beaucoup étudiée au niveau comportemental, c'est-à-dire en montrant que tu avais tellement raison de dire, de te reprendre quand tu as dit danser, ouais, pas, et pas, c'était quoi le terme, gesticuler, voilà. On a découvert il y a longtemps en fait que quand on parle à un bébé, ces mouvements s'organisent et deviennent presque une chorégraphie assez gracieux, c'est-à-dire contrôlée. Et ça, dans les années 70, ça avait vraiment étonné parce qu'on pensait absolument pas que les bébés faisaient autre chose à la naissance, en tout cas que du réflexe. Donc la synchronie a été étudiée de cette manière-là, en filmant les bébés et les adultes. Mais depuis quelques années, on a inventé des dispositifs pour étudier les synchronies au niveau neuronal, au niveau physiologique. Et par exemple, quand on a un bébé en kangourou sur soi, les rythmes de la respiration se synchronisent, enfin se synchronisent pas complètement parce qu'ils sont pas identiques, mais ils s'organisent en rythme. Et de la même manière, quand le parent et le bébé écoutent ensemble de la musique,
il y a une synchronisation physiologique qui arrive. Donc ça vient vraiment expliquer pas mal ce que vous décrivez, et puis ce qu'on a vécu là. Moi, ça me fait penser à ce mot qui guide ma posture de musicienne quand je travaille au départ avec des très jeunes enfants, et puis maintenant, je dois bien vous avouer, avec les adultes aussi, en fait. C'est ce mot d'accordage. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, parce que y a des situations. Quand j'étais sur scène, je savais ce que je faisais. J'étais là pour jouer de la musique, j'étais musicienne. Par contre, quand on sort le musicien du lieu qui lui est réservé pour faire des concerts, qu'est-ce qu'il vient faire ? Est-ce qu'il vient apprendre quelque chose ? Est-ce qu'il vient soigner ? Notamment à l'hôpital, je suis très vite arrivée en disant non, je ne fais pas de l'éveil précoce, parce que comme ça, ils rentreront plutôt au conservatoire. Je dis ça parce qu'on m'a posé la question. Je ne fais pas non plus de la thérapie parce que je ne suis pas thérapeute, je suis musicienne, j'ai pas de diplôme, de formation de thérapeute. Je veux bien être dans le prendre soin, mais à ma manière de musicienne. Du coup, comment je peux amener... Et puis je fais pas non plus de l'animation parce que les animateurs, c'est un autre poste et ça n'est pas mon cœur de métier. Même si, évidemment, dans le prendre soin que je propose, il peut y avoir un petit peu de tout ça. Mais qu'est-ce que c'est mon cœur de métier ? Mon cœur de métier, c'est de venir partager de la musique avec des enfants. Enfin, ça veut dire partager de la musique, en l'occurrence avec des très jeunes enfants. Et du coup, quelle est ma posture à ce moment-là ? Ma posture, je tiens de stages avec musique et santé, qui ont été salvateurs à une époque où je cherchais ça, c'est de chercher un accordage entre l'état dans lequel je suis, ma disponibilité, et puis ce qui se passe en face. C'est aussi de la musique adressée, c'est-à-dire que c'est pas pareil que si en concert je joue tout ce qui a été prévu que je joue jusqu'au bout. Mais avec un jeune enfant, peut-être que je m'arrête avant, peut-être que j'accélère le rythme, peut-être que je transforme en fonction de ce que je vois qui se passe en face. Je vais vous donner un exemple pour dire jusqu'où ça va. Cet accordage, bon, moi je suis violoniste, donc l'accordage, c'est quand même un petit peu un passage obligé plusieurs fois par jour. Donc c'est chercher un équilibre, c'est chercher comment on fabrique un ensemble, comment on se met ensemble sur un même chemin, ou du moins sur un chemin qui peut se rencontrer. Et ça passe par des choses assez incroyables. En ce moment, ce que j'aime raconter comme anecdote, c'est une anecdote de spectacle, un spectacle qui s'appelle « Et si violon chante », où je joue et je chante des berceuses. Et l'hiver dernier, j'ai eu une grosse laryngite. Et quand j'ai repris ce spectacle-là, à un moment donné, en plein milieu du spectacle, je me retrouve avec la gorge qui gratouille et je me dis, ça y est, j'ai la quinte de toux qui arrive. Donc déjà sur scène, la quinte de toux, c'est moyen, mais alors en plus en temps de Covid, je vous raconte même pas. Donc je me dis, c'est pas question que je tousse sur scène, ça n'est pas possible. Et donc je retiens. Vous voyez ce que ça fait de retenir une toux ? Ça vous est déjà arrivé ? Ça chauffe là, quand même. Et là, mes yeux croisent les yeux d'un enfant qui était en face de moi. Ils sont très très proches en spectacle pour la toute petite enfance. Et cet enfant qui devait avoir entre 20 et 24 mois, il me regarde et me fait « Oh là là !» Donc là, je m'arrête, je tousse, je lui dis merci, et ensuite je continue le spectacle. C'est-à-dire que l'accordage va jusque-là. Je ne sais pas par où ça passe, dans le cerveau, dans le corps, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais que l'accordage, il est là. Et c'est ça que je cherche en tant que musicienne et qui m'importe. Et pour s'accorder, il faut entendre et voir les bébés. Alors c'est vrai que moi j'étudie beaucoup le développement vocal du bébé avant qu'il commence à parler. Et on est étonnés, les parents sont parfois étonnés d'entendre quand on leur fait écouter les sons que produisent leurs bébés. Ils disent « Ouais, mais dis donc, c'est vraiment déjà presque de la parole, alors qu'ils ont 2 mois. » Mais quand on les écoute, quand on leur fait écouter leur propre voix, ils peuvent s'entendre dire à leur bébé « Oh, mais tu parles, tu as des choses à nous raconter. » Donc, sans le savoir, ils attribuent à ce bébé de 2 mois la capacité de parler, de dire quelque chose. Dire quelque chose, c'est avec cette force intérieure. C'est un bébé qui sait
qui a un projet, il n'a pas les mots, mais il a quelque chose à dire. Et donc les parents qui écoutent ce bébé qui a quelque chose à dire, eh bien, ils produisent une parole qui est adressée et qui se rapproche un peu de la musique, qui devient pas si différente d'une voix chantée. Par moments, on a l'impression qu'on bascule dans le chant quand les parents s'adressent au bébé, quand ils sont vraiment présents et dans ce moment. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on peut passer un petit extrait. Oui, super. Vous allez les entendre. Ce petit bidon, oui. Ses jambes bien au chaud et ses petits petons sous les chaussettes. Oui. C'est très très court, c'est juste un petit extrait et on peut écouter le deuxième extrait. Un autre bébé, donc là c'est des bébés qui ont 2-3 mois. C'est ce moment assez particulier, en fait, autour de 6 semaines après la naissance, il commence à produire ce qu'on appelle communément des areux, mais en fait une variété de sons qui sont très clairement adressés à l'autre, qui vont chercher, qui vont appeler l'autre et qui donnent envie aux parents de s'impliquer, et ça marche très très bien. Sauf que quand on interroge les parents, ils nous disent toujours non, il fait que dormir, pleurer, qu'il faut changer la couche, c'est pas du tout intéressant pour le moment, un bébé. Donc il y a un vrai décalage entre ce que les parents pensent et ce qu'ils font quand ils sont avec leur bébé. Et quand ils font pas ça, on peut se dire, quand on est psychologue, il faut peut-être faire quelque chose pour les aider à retrouver cette possibilité, qui est à la portée de tous. Donc d'ailleurs, ils se mettent souvent à chanter, même sans s'en rendre compte. Donc quand on leur... Oh, il y a un insecte qui virevolte. Quand on leur demande pareil, est-ce que vous chantez, est-ce que vous connaissez des chansons, ceux que nous on a interrogés dans la région parisienne ont tendance à dire très rarement, puis on n'en connaît vraiment pas, puis on chante faux de toute façon, donc on évite, on préfère mettre des CD ou YouTube. Mais nous, quand on y va avec nos enregistreurs, nos caméscopes, quand on passe un peu de temps, on entend que la chanson, elle est là, elle apparaît tout le temps, et ils s'en rendent même pas compte. Donc c'est un truc. Et alors, ce qui se passe entre les parents et les bébés, c'est des improvisations. Personne n'a prévu. Mais ce qui arrive, c'est des moments qui justement transforment la relation, qui construisent et transforment la relation entre le parent et le bébé, et qui sont créatifs. Donc ouais, on peut écouter la deuxième. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est bien. Arrête. C'est super tout ça. Tu me parles. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien, ma chérie. Alors moi, je peux passer 3 heures à analyser ça. Et je m'ennuie pas quand j'ai le temps. Mais ce qu'on analyse là, on va transformer ce son en image, c'est-à-dire travailler sur des courbes de fréquences et repérer plein de choses. Et en fait, il y a un accordage extraordinaire entre la mère et le bébé. Je pense qu'en tant que musicien, je serais curieuse d'ailleurs de savoir comment vous percevez cet accordage-là, ce qui se passe. Mais ils se retrouvent à des hauteurs similaires, donc il y a une imitation de la hauteur du son, du contour aussi, et puis il y a une pulsation partagée. Donc ils sont dans un même temps, ils fabriquent du temps ensemble, et en fait il y a aussi une dimension narrative. Donc c'est 30 secondes qu'on vient d'entendre. C'est 30 secondes qui ressemblent à une épopée, c'est-à-dire qu'on retrouve les éléments de tout récit là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est trop longue, mais voilà. Et c'est aussi évidemment ce récit qui régule à la fois le rythme cardiaque, le cortisol qui est l'hormone du stress, et les émotions, parce qu'évidemment le
tout ça, c'est l'émotion. Donc le bébé qui va être calme au départ va s'impliquer, s'exciter. Parfois, ça peut déborder. D'ailleurs, un bébé peut être proche du pleur dans ce moment-là. Et puis, il revient. Et c'est très, très important. Et c'est l'adulte qui va orchestrer un peu tout ça au début. Mais après, de plus en plus, avec les semaines qui passent, c'est vraiment une régulation qui se fait à deux ou à plusieurs. Parce que dans certains pays, même avec un tout petit bébé, il y a plusieurs personnes qui communiquent en même temps. Et ça marche très bien. C'est un orchestre. Avant d'écouter le troisième, parce qu'il y a un troisième extrait, là, ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est effectivement ces accordages extrêmement fins. Et la question qui se pose par rapport au titre de cette séquence qu'on partage ensemble, c'est la créativité musicale. Et il y a quelque chose qui se crée de manière très spontanée, très intuitive dans les deux extraits qu'on a entendus là, avec des caractéristiques qui peuvent s'expliciter. Et puis là, on va écouter un troisième extrait. On va faire un truc qu'on n'a jamais fait, donc c'est bien. On s'aventure sur notre terrain de jeu. Et ça pose la question de, à partir de la vocalisation du tout petit, qu'est-ce qu'on peut musicalement en extraire de manière à proposer éventuellement une continuité, un tissage, un écho, une résonance, presque je dirais une forme de composition. Et alors là, le bébé n'est pas là, celui qu'on va écouter, mais on pourrait imaginer que ce jeu pourrait éventuellement continuer un certain temps. Donc Maya a amené un extrait et on n'entend pas la maman, c'est ça? C'est un bébé tout seul, parce quand ils sont tout seuls, surtout entre 2 et 6 mois, ils font des choses très très créatives avec leur voix. Ils explorent leur voix comme ils explorent leur propre corps, comme ils explorent des objets une fois qu'ils peuvent les attraper vers 5 mois. Donc c'est vraiment une activité solitaire. Et donc ce bébé-là, il est tout seul dans son lit. Okay. Et donc on va diffuser l'extrait et puis on va interagir avec ce bébé qui est à des centaines de kilomètres d'ici. Non pas pour faire une démonstration, mais simplement pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on prend comme caractéristique de notre musicalité pour en faire éventuellement une interaction. Voilà. Tu veux bien commencer? C'est toi. Ah, c'est moi. Je crois que c'est toi qui danse. Bon, on écoute et puis on voit. Prochain spectacle. Ouais, je crois que c'est exactement ça qui m'a fait rester avec les bébés. C'est qu'en fait, je sais plus quelle personne ce matin a dit « Parfois, les bébés font peur aux musiciens ». Oui, bien sûr, parce que les bébés viennent nous poser la question de « C'est quoi la musique, en fait ? C'est quoi faire de la musique ? À partir d'où ça commence, la musique ?» Et ça, mais c'est pour le musicien, au départ, c'est juste une question... Enfin, moi, j'en ai pour toute la vie, hein, c'est bon. Et ce qui était vraiment intéressant pour l'exemple, là, c'était de dire qu'on n'avait pas écouté l'enregistrement. Et ce qu'on a fait là, le postulat,
c'est que tout adulte référent qui vit auprès de l'enfant est en capacité d'interagir, mais encore faut-il savoir effectivement sur quoi peut-être moduler, quelles sont un peu les caractéristiques de la musique, qu'est-ce qui fait que cela est de la musique, qu'est-ce qui fait que cela n'en est pas, et éventuellement les 3-4 paramètres essentiels de la musique qui nous permettent, en s'entraînant, d'aller tirer, d'ouvrir des petits tiroirs dans lesquels nous, musiciens, on vient piocher pour créer de l'interaction. Et ces petits paramètres, on va les donner tout à l'heure. Tu ne veux pas les donner tout de suite parce que là, Oui, maintenant, je veux dire... Ah mais vous avez envie de ça? Ah mais dingue! Mais c'est vivant, hein, ce colloque. Bah tiens, sur quoi on a joué par exemple? Bah, vous qui avez écouté. Sur la hauteur, hein? Donc grave, médium, aigu. Et à partir du moment où on chante, on joue sur la hauteur, mais si vous écoutez ma voix parler, eh bien elle aussi déjà elle est chantante, donc il y a une modulation mélodique, et donc je varie sur la hauteur de ma voix. Autre paramètre, autre chose sur laquelle on a varié, Virginie et moi? La pulsation. C'est un sacré paramètre, hein, Maya, ça. Hein. Peut-être même qu'il faudrait en parler un peu, après on continuera, non ou pas? moi j'ai des trucs à dire. Tu veux les dire maintenant? Je sais pas. Si tu veux. Allez. Ouais, alors c'était un peu une quête, moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche sur ce genre d'enregistrement, d'entendre parfois cette pulsation de manière très évidente, puis parfois on l'entendait plus du tout. Et alors ça, c'est compliqué quand on veut faire de la recherche scientifique, publiable, convaincante, avec des statistiques derrière, etc. C'est très compliqué. Il y a un phénomène qui apparaît, qui disparaît. C'est pas ce qu'on est censé... Alors, bon, j'ai quand même essayé de montrer que la pulsation, justement, elle est jamais identique. Elle est là. Quand elle disparaît, c'est qu'elle rentre dans le corps. C'est-à-dire qu'elle s'exprime pas forcément dans le son, mais dans des mouvements corporels. Donc on a commencé à faire des analyses multimodales, c'est-à-dire en analysant le son et les mouvements du corps, ce qui est très compliqué à faire. Et en fait, ce qu'on a trouvé avec mes collègues, c'est que la pulsation, c'est vraiment comme ce que tu décrivais, je crois, sur la différence entre jouer un morceau comme c'est écrit sur la partition et jouer cet morceau dans une adresse et avec une interprétation, une envie d'exprimer quelque chose de singulier. Eh bien, dans ces interactions, la pulsation, elle varie un peu en durée, elle n'est jamais identique. Donc elle est toujours là, mais il y a ce que les psychologues de la musique appellent le timing expressif. C'est toute la différence entre un morceau qui est joué par un ordinateur ou de manière métronomique avec une pulsation figée, et puis cette pulsation vivante. Et en fait, c'est ce qui donne l'envie de continuer, je pense. C'est l'élan, il est là. Oui, continuer puis de s'adapter. Et la pulsation, je ne sais pas toi comment tu vis ça, Virginie, mais c'est un paramètre absolument essentiel dans la créativité musicale que nous mettons à l'œuvre auprès de l'enfant. Dans la pulsation, il y a cette notion de régularité, de répétition qui revient, mais aussi il y a l'alternance entre la présence et l'absence, entre le son et le silence, et la durée du silence. Et c'est la durée du silence qui me ramène aussi à les extraits précédents, les extraits entre la mère et l'enfant. Il faut qu'il y ait du silence, que la mère fasse silence pour que l'enfant s'exprime, il faut que l'enfant fasse silence pour que la mère s'exprime. Donc c'est l'alternance aussi. Donc pour moi, dans la pulsation, qui est quelque chose qui est connu par l'enfant depuis très très tôt dans le ventre maternel, par ce qu'il entend des battements du cœur de sa mère, ce qu'il entend et ce qu'il sent de manière kinesthésique des battements du cœur de sa mère. Parce que nous, on pense bêtement, adulte, on pense musique, oreille, j'entends. Enfin, j'entends, ça passe par les oreilles. Mais l'enfant, il entend avec son corps en entier. Et la marche, le rythme de la marche. Par exemple. Donc voilà, pour moi, la pulsation, c'est l'alternance entre du son et du silence, dans une forme de régularité. Et comme outil à notre créativité musicale, c'est une ressource extraordinaire. C'est-à-dire que simplement varier le rapport au temps, donc varier la pulsation, la vitesse de la pulsation, eh bien ça vient impressionner
l'enfant différemment, relancer son écoute, relancer son attention, on va sûrement parler. J'aime bien prendre l'exemple de la souris verte, et si on avait un petit potard là qui me permettrait d'accélérer, décélérer. Mais vous avez toutes et tous une manière très particulière de chanter la souris verte, avec un tempo particulier. Mais globalement, peut-être que dans la salle, on trouverait un tempo médian, une pulsation médiane, peut-être. Mais simplement, si on fait une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre assez. Messieurs, ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout. On a envie, hein, chaud. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que comme ressource à notre créativité musicale, le simple fait de s'argumenter, d'étayer une pratique de la variation du rythme, qu'on fait intuitivement là en tant que parent-enfant, par exemple, ou en tant que professionnel de l'enfance et enfant, mais que nous, musiciens, et ou vous, adultes qui allez interagir, s'entraîner à varier et à être le plus juste possible, le plus synchrone possible avec ce qui se vit en temps réel, et avoir la ressource pour varier sur la rythmique, sur le tempo, c'est un mode de connexion extraordinaire. Et je vous invite à ouvrir le tiroir de la pulsation et de chanter les comptines très très lent, très très vite, et varier sur ce tempo, pour observer ce que ça vient générer dans la relation à l'enfant. Tu reprends sur la suite des paramètres sur lesquels on peut jouer. Ah oui, alors. Il y avait hauteur. Le troisième paramètre, c'est lequel? Vitesse, L'amplitude de quoi? Ça veut dire quoi? Ah, les nuances, ouais. Ouais, la puissance, l'intensité. Et les enfants sont extrêmement, d'ailleurs on l'a entendu dans l'enregistrement, mais les enfants sont extrêmement sensibles à nos variations du paramètre de l'intensité. Extrêmement sensibles. Et pareillement, on pourrait s'amuser à faire la souris verte, même tempo, d'accord? Même tempo, même mélodie, mais par contre, de jouer uniquement sur l'intensité, et vous sentiriez à l'intérieur comment ça vient nous chercher, comment ça crée une attention particulière, uniquement parce que le paramètre de l'intensité est varié. Tu as des choses sur l'intensité? Bon. Et puis le dernier, c'est le timbre, ce sont les caractéristiques particulières, c'est notre sphère ORL qui fait que la voix de Virginie est différente de celle de Maya, qui est différente de la mienne et de chacun d'entre nous. C'est notre identité, la signature vocale, comme on dit. Ça peut se travailler. Sophie a beaucoup travaillé là-dessus, sur la question de la manière de timbrer, parce que des voix très travaillées ont des timbres particuliers. Et puis nous, en tant qu'adultes, accompagnant les enfants, on peut s'amuser à, si je chante comme ça, je modifie ma sphère ORL, mes résonances, mes résonateurs, qui fait que mon timbre de voix va varier. C'est pour ça que les petits, en crèche, ils vont chanter dans un coin pour s'écouter. C'est pour ça qu'ils vont chanter dans la cabane, parce que ça sonne différemment. C'est pour ça que les petits en balade avec les asthmates, quand ils passent sous le pont, ils vont chanter aussi, parce qu'ils vont écouter la résonance. Donc de fait, il y a un appétit extraordinaire du très jeune enfant sur ces 4 paramètres de la musique. Je rajouterais, c'est pas un paramètre de la musique, mais c'est un paramètre du corps musicien, du corps qui fait de la musique. Quand un enfant va chanter des peut-être il écoute, mais surtout il sent ce qu'il est en train de faire, ce qui est en train de se passer dans sa gorge. Vous essaierez ce soir dans la salle de bain quand vous serez tout seul. C'est bien, la salle de bain, ça résonne bien. Et qu'est-ce que ça fait si je mets ma langue derrière mes dents? Et qu'est-ce que ça fait si ma langue elle est au fond de la bouche? Et qu'est-ce que ça fait si je contracte mes muscles du cou? Alors, bien évidemment, je ne pense pas que ce soit conscient chez l'enfant de faire ces expériences. Mais par contre, je pense qu'il les fait effectivement, qu'il est en train de sentir ce qui se passe dans son corps quand il émet du son. Oui, et puis il y a des moments où il va trouver des trucs qui deviennent des trucs bien à lui et le qui cri. font. Alors, ils ont leur cri particulier, ils ont un peu comme un musicien qui explore, qui va trouver sa manière de triturer le son, quoi. Et puis ça peut
faire rire, enfin, c'est aussi une source d'humour. C'est une des premières formes d'humour chez le bébé. Parce qu'on a aussi découvert qu'il ne faut pas attendre, on n'a pas besoin d'attendre de savoir parler pour faire des blagues. Mais les bébés cherchent à faire rire l'adulte et vraiment, dès qu'ils comprennent que quand ils font ce drôle de son-là, on sourit, on trouve ça rigolo. Et parfois, ce n'est pas les parents, pas les adultes, c'est les autres enfants qui sont les premiers à trouver des choses rigolotes. Et ben, ils vont les répéter vraiment exprès pour faire rire. Ça, c'est à partir de 6 mois, ils peuvent commencer à chercher à faire rire. Et puis, ça devient aussi, c'est Sophie qui parlait de culture commune, ça devient des trucs, des tricks, que les musiciens de jazz ont plein de mots pour ces signatures et quand on ne sait plus quoi faire, hop, on le réutilise et puis on en fait autre chose d'ailleurs. Et ce qui est intéressant aussi, parce qu'effectivement il y a des spécialistes, il y a des enfants qui ont en fait ils constituent au fur et à mesure un répertoire, ils font leur gamme et ils constituent leur répertoire, ils n'ont pas tous le même répertoire. Ce répertoire-là, en tout cas quand les enfants font leur gamme, je trouve que pour la thématique des interactions, ça nous amène, nous, à prêter une écoute particulière, à un repérage particulier. Et aussi, ça a été dit ce matin, je crois que c'était par Ludovic, faire le petit pas de côté. Quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années d'interagir avec les petits en crèche, j'avais la chemise dans le pantalon, la mèche, l'arrêt sur le côté, et je voulais, avec ma guitare et mes chansons, je voulais faire du bien beau, du bien propre. Et je m'appliquais à faire du bien beau, du bien propre, parce que c'était comme ça que j'avais, à ce moment-là, pensé que c'était la meilleure manière d'interagir et de nourrir du beau, de nourrir l'enfant avec du beau. Et en fait, un des moments marquants, c'était donc 2-3 ans, peut-être après que j'ai commencé, je viens en rame, et puis je commençais à jouer. Il y a une petite miss qui se met au centre du cercle, là, et elle fait c'était loin de mon beau. Mais ça nous pose vraiment la question, là, entre l'intention de l'adulte et ce qu'il va capter de ce que l'enfant vit, et de sa manière ou non, sa capacité ou non à l'adulte, d'aller se décaler, d'aller à la rencontre du mode d'expression de l'enfant et d'interagir à partir de là où l'enfant en est. Je ne dis pas qu'il faut interagir tout le temps à partir de là où l'enfant en est, mais je dis qu'il y a des moments, et même régulièrement, comment fait-on pour aller interagir à partir de l'enfant, de là où l'enfant en est. Et donc là, il a fallu que je m'ébouriffe, que je sorte mon t-shirt, et que je me dise comment je rejoins l'enfant dans son expérience en étant le plus près, et on n'est pas dans l'idée évidemment d'imiter ou de se moquer, on est dans l'idée de créer la passerelle qui va me permettre de rejoindre l'enfant dans sa sensorialité, dans son expressivité, et de fait, pour soutenir la relation que j'ai avec lui à ce moment-là. Donc il a fallu... Tu veux dire quelque chose? Et donc il a fallu aller chercher cette énergie-là, et c'était très agréable pour moi de me décoiffer. Ça te va bien. Ouais, moi, ça résonne sur quelque chose que j'appelle la non-attente de résultat. Quand je vais passer des moments de musique avec des tout-petits, et du coup même maintenant avec des adultes aussi, je dois bien le dire, mais c'est particulièrement vrai pour les tout-petits. Je vais vous citer un truc que j'ai entendu dans un certain nombre de crèches, à la question, mais en fait on va faire un projet musique ensemble, et est-ce que j'imagine qu'il y a déjà de la musique dans la crèche? Oh bah oui, il y en a plein. Il y a la musique pour se dire bonjour le matin, il y a la musique pour aller se laver les mains après, et puis ensuite il y a la musique pour faire un temps calme juste avant d'aller manger. Ensuite il y a la musique pour aller se préparer à s'endormir, la musique pour juste après le goûter, pour attendre qu'on nous serve le goûter, et la musique pour se dire au revoir. D'accord. Et la musique pour le plaisir, vous la faites quand en fait ? Est-ce qu'on fait de la musique pour calmer l'enfant, pour qu'il s'endorme, pour dire c'est l'heure d'aller se laver les mains? Je pense qu'on ne doit pas arrêter de chanter à ces moments-là, hein, très bien. Mettons de la musique dans plein de situations de la vie courante, ça ne me pose pas de problème. Mais n'oublions pas aussi de mettre de la musique juste pour le plaisir de partager la musique. Et c'est en ça que je rejoins mon attente de résultat, c'est ma non-attente de résultat, c'est je fais de la musique juste
parce que la musique, ça fait partie de la vie. Je veux dire, y a des gens qui ont essayé de nous faire croire qu'il y avait des choses non essentielles, mais n'empêche que toutes les civilisations, tous les peuples de la Terre, dans toutes les géographies et dans l'histoire, chantent et dansent, même en situation de précarité. Et donc, à un moment donné, la musique, elle est là parce qu'elle fait partie de la vie. Ça coûte pas cher. Et quand on l'a fait soi-même, quand on doit l'acheter, ouais. Mais d'ailleurs, quand on chante et qu'on danse, les bébés chantent et dansent avec. Enfin, c'est très évident quand on les regarde et quand on les écoute. Et même à 3 mois, j'ai fait une recherche sur les marionnettes, parce que c'est la chanson que tous les parents parisiens connaissent, la première strophe en tout cas. Donc ils répètent la première strophe. Et la plupart du temps, le bébé de 3 mois va vocaliser à la fin de la strophe. Il sait exactement où vocaliser. Et là, c'est très différent de ces situations qu'on a entendues où il y a beaucoup d'alternance, où justement ils vont attendre le silence, repérer les silences, qui sont des invitations. Et dans la situation de chant, ils vont vocaliser en même temps que l'adulte beaucoup plus. Ils comprennent que là, on y va, on peut chanter en chœur. Et puis à 6 mois, les bébés connaissent très bien les chansons. Donc ils vont babiller. Ils commencent à babiller vers 6 mois. Donc ils vont faire des syllabes, parfois la bonne syllabe au bon moment. Et puis ils connaissent les gestes. Mais même quand on les regarde bien, nous on a suivi 24 bébés de 1 mois à 5 mois en les filmant toutes les 2 semaines. Déjà à 1 mois, ils mobilisent les mains quand la mère chante les marionnettes. Donc quand la mère bouge ses mains, au même moment, le bébé ne va pas tout à fait faire des rotations, mais ses mains sont mobilisées. Et puis à 6 mois, alors là, c'est eux qui viennent faire les gestes. Donc c'est dommage de dire, tiens, là c'est le temps musical, on va faire écouter de la musique. Parce qu'évidemment, notre modèle de la culture avec un grand C, du concert avec un grand C, c'est le public est là, les musiciens sont là, on écoute, on bouge pas, on n'ose même pas tousser. Et ça part pas de là dans la vie. C'est un artefact très culturel et très historique. Ouais, alors il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'on va dire en 5 minutes? Il y a tellement de choses encore à dire. Peut-être une découverte qui pour moi a été vraiment étonnante et importante par rapport à la musique, c'est que les bébés sont plus attentifs quand on chante que quand on parle. C'est-à-dire ils restent plus longtemps attentifs quand leur mère chante une chanson que quand elle parle, même en parlant avec l'adresse qu'on a entendue, là, cette attention. Donc ça c'est important parce que ça veut tout simplement dire qu'en crèche, quand ça commence à partir en sucette, parce que ça arrive quand même, il y a un truc très simple à faire, c'est de chanter. Et pour les parents, c'est aussi de savoir que quand le bébé est stressé, pleure beaucoup, le chant. Et puis on peut partir du pleur et l'intégrer au chant et ça devient du chant. Et voilà. Et c'est vrai que dans ce moment historique aussi, je dirais, on s'autorise plus beaucoup à chanter parce qu'on a ces idées qui nous ont été imposées de seulement ceux qui ont fait le conservatoire ont le droit de dire qu'ils chantent. Enfin, on a presque peur de dire je chante quand on n'est pas musicien. Alors pour les parents, c'est terrible. Il faut les libérer, quoi. Toi, tu disais tu dois citer tes sources quand tu parles, mais moi, quand je parle, je cite Maya Gratier, donc c'est plus simple pour moi. Cette autre chose qui me paraît très importante, dans le sens qui va dans le même sens que ce que tu dis à l'instant, c'est que les bébés préfèrent la voix de leur mère aux voix des autres personnes, aussi bonnes chanteurs ou chanteuses soient-ils. Et du coup, la compétence parentale en termes de vocalisation musicale avec le bébé, pour le coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur de promouvoir et de mettre le doigt dessus. Mais en fait, peut-être que moi, c'est mon métier de chanter, mais vous, en tant que maman, c'est votre voix qu'il préfère. Toi, tu avais plein de choses à dire sur l'attention. J'ai plein de trucs à dire, mais on reviendra l'année prochaine, dans 2 ans. Merci Laure de nous inviter pour dans 2 ans, c'est génial. Non, moi, il y a un mot en fait qu'on n'a pas utilisé beaucoup, c'est le mot de créativité qui est dans le titre. Et ça peut être un gros mot.
Je ne sais pas quel rapport vous entretenez avec ce mot de créativité, suis-je créatif ou créative? Mais en fait, pour nous, c'est un mot qui est très important parce qu'il est au quotidien, dans notre pratique professionnelle. Mais dans nos accompagnements des équipes, par exemple, ou quand on vient en structure petite enfance pour interagir avec les enfants, on essaie aussi vraiment de faire en sorte que les adultes reconnaissent que la créativité est parfaitement accessible à chacun, chacune. La créativité, c'est juste trouver des solutions originales dans la situation. C'est juste ça. Qu'est-ce qui serait original? Et c'est pas forcément en ayant des années d'études qui nous amènent à faire des bémols dièses constamment. On est simplement dans l'usage des 3-4 paramètres dont on a parlé tout à l'heure, et de cet entraînement à ces paramètres-là va faciliter l'accès à notre créativité, mais la créativité, de fait, vous, nous, tous, sommes absolument créatifs tous les jours. Même si on n'a pas conscience, on a plein de domaines dans lesquels on est créatif. Là, dans la relation à l'enfant, dans l'interaction à l'enfant, il y a un média qui est la musique. On a beaucoup parlé de la voix, d'ailleurs, mais l'instrument est aussi l'objet sonore est un sacré moyen d'interagir avec l'enfant, avec la petite voiture qui roule sur le radiateur, avec l'enfant qui tape avec sur sa dinette avec sa casserole. Ce sont autant de prétextes qu'on va pas déployer là, autant de prétextes à entrer en relation, en interaction avec l'enfant. Donc pour moi, c'est une invitation à dire, faisons le pas de côté, allons retrouver cette créativité que nous avions quand nous étions petits. Parce que nous avons tous été ici des explorateurs de son, des voyageurs du son, et avons fait notre répertoire de gestes en lien avec un répertoire de son. C'est vrai qu'on parle parfois du bébé comme si c'était une autre espèce. On oublie que c'est nous. On a un petit temps de questions si vous en avez quelques questions. Pas très long, mais... Moi, c'est pas une question, c'est une remarque. Je bondis beaucoup à ce qu'a dit plusieurs fois Maya. C'est qu'il y a des représentations à faire tomber et des pudeurs à faire disparaître, en particulier le fait qu'on est EST et on est NIT, tous musiciens, avec plus ou moins de maîtrise de l'instrument et de ce qu'on produit comme musique, et on est tous chanteurs, avec plus ou moins de conscience du son qu'on produit et d'écoute des vibrations, qu'elles soient corporelles ou extracorporelles. Et ça, je crois que c'est la clé de tout, c'est redonner confiance aux gens, quels qu'ils soient. Et on a beaucoup de mal, en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent « je suis pas musicien, je sais pas chanter ». Si, naturellement, si, on le sait tous. Après, la peur du jugement est tellement importante. Notre petit Jiminy Cricket qui dit c'est pas bien, tais-toi, tu vas pas y arriver, reste dans ton coin. Et nous, artistes, mais en vous accompagnant, vous aussi, pros de l'enfance, et d'ailleurs toutes les dynamiques culturelles qui sont en place grâce à Cadence, c'est comment on se sensibilise au fait qu'on a les moyens de retrouver un état naturel. Après, ça n'empêche pas que les bébés soient captivés par des chanteurs qui ont une voix travaillée, par des artistes qui proposent autre chose que le quotidien des parents. C'est étonnant, et je pense que ça n'a pas... Pour le moment, les chercheurs ne comprennent pas du tout ces qualités d'attention qu'on voit dans le spectacle vivant, ou dans ces moments avec des artistes. Et ça, c'est tout un champ. Il y a des choses à découvrir. Je t'écoute, Marc. Je pense qu'il y a quand même une vraie question entre quelque chose qu'on pourrait appeler, qui traînerait du côté du mot de la régression. C'est-à-dire que ce n'est pas l'adulte, justement, qui est un être de langage, qui est dans une culture, dans une diversité culturelle éventuelle, qui fait des choix de remettre à l'ordre du jour l'improvisation, la créativité. Mais la créativité appliquée à des langages et à une culture, dans une interaction avec les potentialités qu'a le bébé, mais qui va s'humaniser justement en rentrant dans les langages. Je pense que là, il y a une question qu'on ne doit pas éluder, sinon on risque d'aller vers une sorte de sous-culture où tout le monde peut retrouver sa créativité et puis c'est super pour interagir avec les bébés. Non. La créativité de l'adulte s'applique à des langages, il n'est pas dans une sorte de retour pré-langagier anté-culturel. Oui, mais le bébé change. Le bébé n'est pas c'est vrai que moi j'ai le tort de dire le bébé, je devrais dire le bébé de tel âge, de tel âge. Oui, de toute façon. Et donc, en fait, l'adulte change avec le bébé,
Et évidemment, il n'est pas identique au bébé. Il amène toute cette culture vaste et le lien intergénérationnel, etc. Donc, mais moi, je dirais pas qu'on va du régressif à la culture. Enfin, moi, je le vois Non, j'ai pas comme dit ça. J'ai dit qu'on risque de valoriser une sorte de régression de l'adulte qui retrouverait un état d'enfance comme ça, qui serait un état de quoi? Mais moi, tu vois, je suis pas d'accord. Oui, ben voilà. En tous les cas, le débat vaut le coup. J'entends le risque dont tu parles. En tout cas, c'est pas du tout il me semble, ce qu'on défend. Sûrement, c'est comment, en tant qu'adulte, dans notre posture d'adulte, on est en capacité de retrouver des moyens d'interagir avec l'enfant, tout en restant... Parce que à chaque fois, quand on fait tout à l'heure à l'intérieur, il y a je fais ça, je fais ça, je fais ça, les objectifs dans la structure, c'est ça et ça et ça, mon intention, c'est ça et ça et ça. C'est comment on fait cohabiter une intention large, des objectifs à court, moyen et long terme, et en même temps être en capacité de s'activer et de s'autoriser en fait un état d'être et de présence dans lequel la voix et le jeu sonore et le jeu avec les espaces et les matières seraient un moyen, non pas de régresser, mais pour moi, c'est se rehausser à la hauteur de l'enfant. Très souvent, moi je dis ça, c'est que jouer avec les tout petits, c'est surtout pas bêtifier et régresser, c'est absolument se hisser à la hauteur de la qualité de présence du jeune enfant, à la qualité de son exploration, et que nous, adultes, c'est pas régresser, c'est au contraire aller nous stimuler drôlement haut. Hein. Tu sais bien, Marc, comment on est épuisé au bout d'une demi-heure de jeu avec l'enfant, comment ça va nous solliciter dans notre énergie, notre qualité d'interaction et de présence pour que ce moment-là soit le plus beau possible et le plus agréable. Et je crois qu'il y a un mot que j'ai assez peu entendu, c'est l'écoute. L'écoute. Enfin, je veux dire, moi, mon travail, c'est essentiellement ça, avec les tout petits, être à l'écoute. Et il y a l'accordage, hein, ça fait partie de ça, mais je crois que ce mot est quand même essentiel. Je vais dans votre sens. Le problème, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de temps pour parler de tout. Mais je crois qu'on est d'accord. J'avais envie de dire, en réponse à Marc, et ça vient en résonance à ce que vous venez de dire, il y a peut-être un travail du côté de l'adulte, c'est d'oublier qu'il est sachant. Et c'est pas facile. Et en fait, finalement, moi, le plus gros effort, quand j'ai des adultes en formation, je leur dis, je vais vous demander un gros effort, je vais vous demander de vous taire. Parce que en fait, pour faire de la musique, il faut commencer par faire du silence. Et quand on fait du silence, et ben ensuite on peut se mettre à l'écoute, et ensuite on peut juste interagir, même si ce mot, pourquoi pas, il dit quelque chose d'assez clair. En tout cas, partager de la musique en interaction entre deux individus, d'âge différents, de moyens de communication différents, mais on est à égalité à ce moment-là. Mais il a fallu commencer par dire, c'est pas parce que moi je suis adulte que je sais et que lui il sait pas. Mais voilà, remettre quelque chose qui est de l'ordre de relation de deux individus qui communiquent ensemble avec le moyen musical, qui font un jeu musical ensemble. Et Sophie, écouter, oui, et écouter quoi? Et ça, c'est aussi un vrai sujet de réflexion. C'est quelles sont les grilles de lecture de l'écoute qui me permettent à un moment donné de mettre mon attention. On avait parlé, on n'a pas eu le temps de tout traiter, bien sûr, qui me permettent de lire en fait ce qui se produit. Et pour ça, il nous faut des références. Et c'est vrai que l'écoute, et puis l'écoute est très socialisée. Enfin, je veux dire, on a chacun, déjà nous tous, on a une écoute culturelle. Hein, et puis on n'écoute pas aujourd'hui comme on écoutait il y a 200 ans. Mais donc c'est très intriguant de se dire un bébé qui vient de naître, ou même in utero, fœtus in utero qui écoute, d'où vient le filtre, pourquoi est-ce qu'il va écouter, dans cette écoute active, certains sons plus que d'autres. Et là, on se dit, c'est tellement précoce, parce qu'on sait qu'ils écoutent, par exemple, plus activement la parole que le bruit. Il y a une sélectivité, là, et la musique aussi. Et donc, ça vient, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça vient quand même de notre cerveau, et donc d'un héritage phylogénétique, et ça renvoie à toutes ces questions sur l'origine biologique de la capacité musicale. Et c'est vraiment de là aujourd'hui qu'il y a plein de travaux sur la musicalité comme
habileté biologique qui fait partie de notre héritage phylogénétique. Il y a plein de livres là-dessus en ce moment. Pour terminer, un tout petit temps, histoire de se dire au revoir en douceur. Ça va? On va improviser, hein. On vous prévient, on va improviser.